Je suis Eric Boschman, je suis dans mon salon et dans vos oreilles pour ce podcast qui s'appelle comment encore Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Je reçois aujourd'hui Gary d'un côté qui est la petite voix et de l'autre côté Gérald Doitelet qui est la grosse voix. Ça commence bien, bravo. Bonjour Gérald. Bonjour Eric. On va pas cacher les choses, on se connaît un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire qu'on est amis dans la vie. Ouais. Et l'idée de ce podcast, en te faisant venir, c'est pas de parler de Gérald Doitelet sur France 2, la RTB, et j'en passe et des meilleurs, mais c'est un peu de parler de ton chemin, de ton itinéraire, d'un enfant gâté. Oui, pourri. Pourri, fils unique. Pourri gâté. Roux. Roux. Enfin, Fils unique, roux, pourri gâté. Et accessoirement, homosexuel. Il y a quand même beaucoup de handicaps dans la vie. Hein. Oui, c'est oui, pas oui, facile. oui. Mais hein, j'assume tout. J'aime beaucoup. Ça, c'est clair. Enfin, roux, t'assumes de moins en moins. Je suis désolé, mais t'es gris. Quand même pas me faire teindre. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Gérald, tu nais où et quand? Allez, on va commencer par le commencement. Alors, on va commencer par le plus difficile, la date. Je suis né le 11 décembre 1963. Je fête donc mes 60 ans cette année à Namur. Et donc, tu as une grande fête, hein, on n'est pas invité. Il n'y a encore rien de prévu, mais je suis allé à une fête hier où j'ai découvert un endroit qui me plaît assez, parce que je ne vais pas faire un dîner, un truc un peu stave, comme on dit. Je vais faire une fête tout de suite. Oui, et je pense que j'ai trouvé l'endroit. Donc, c'est pas mal d'avoir trouvé un endroit en janvier pour une fête en décembre. Oui, moi, je trouve, à ton âge, de toute façon, maintenant, il y a une urgence. Hein. Donc, oui. Le truc, c'est... On peut quitter le podcast ou pas? Tu vas devenir sexagénaire, et comme c'est une de tes obsessions... Enfin, bref, oui. Voilà. Gérald, donc, tu nais à Namur. Oui. Tu vis à Namur toute ta jeunesse, enfin jusqu'à la fin de l'école hôtelière. Jusqu'à la fin de l'école hôtelière. Donc je quitte Namur j'ai pas 18 ans, puisque étant né en décembre, j'ai gagné une année à l'école. Je n'ai jamais doublé. Et donc je fais une partie de mes primaires à Nanine, mon village natal. Puis je viens à Saint-Louis à Namur. Puis je fais mes 3 premières années d'humanité. Puis après, mon père me dit, maintenant tu peux choisir, puisque tu veux vraiment pas étudier. Et j'ai choisi l'école hôtelière. Et c'est quand on veut pas étudier, on fait l'école hôtelière en fait. Non, je voulais pas étudier du tout. Donc je m'étais dit, peut-être ingénieur agronome, parce que j'adore les jardins. J'étudie pas. Vétérinaire, parce que j'adore les animaux. Ça, il fallait beaucoup étudier, beaucoup. Mais en faisant l'école hôtelière, t'avais quelle ambition en fait? Manger et boire. Ça, tu peux faire une école de commerce, tu bois aussi. Hein. J'ai être sûr d'en avoir tout le temps, tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Oui, parce qu'il y a comme un truc, tu dois savoir, Gary, c'est que tu peux retrouver Gérald sur le Facebook de l'émission de la RTB qu'il présente, qui s'appelle C'est du Belge, et tu vas voir ses recettes. Et tu vas comprendre que l'école hôtelière a une utilité quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une ou deux. Notamment, tu peux te faire à bouffer correctement. Il n'est pas comme ça juste par hasard. Hein. C'est pas le sport. Comment comme ça? Oui, c'est pas le sport. C'est de l'audio. Donc, tu fais l'école hôtelière. Je fais l'école hôtelière, je termine l'école hôtelière. Et je me marie. Non, je travaille d'abord. Ah, pardon. Je viens travailler à Bruxelles, à la Villa Lorraine, qui était encore à l'époque 3 étoiles au Guide Michelin. Qui avait été... Le premier, alors pour Gary, et pour peut-être les gens qui nous écoutent, le premier 3 étoiles au monde en dehors de France. En dehors de France. La Villa Lorraine, c'est un truc de fou, en quoi. 72, je crois. Enfin, tout premier. Maintenant, c'est 2 étoiles. Une étoile. Ah non, une. Une. C'est assez. Et donc, je travaille 4 ans là-bas, j'apprends beaucoup de choses. Je vivais avec ma copine, qui était en fait ma meilleure amie, mais je croyais que c'était ma petite amie, mais en fait, j'ai fait un petit peu tout mélangé dans ma tête. Et puis, j'ai travaillé au Carlton, où là, j'étais maître d'hôtel. Ah, mais d'abord, tu t'es marié, allez! J'étais encore au Carlton, j'étais déjà au Carlton. Ah, oui. Donc, et mon épouse travaillait avec moi, et donc, je suis resté marié 2 mois et 13 jours. Arrête. C'était très long. C'était vraiment très long. Enfin, pour moi, c'est très long. J'ai l'impression que c'est une éternité. Et ça, c'est bien fini? Et je l'ai quitté pour habiter avec un garçon. Mais elle avait été prévenue avant de se marier des tenants et des aboutissants, mais elle n'avait pas voulu m'écouter. Et j'étais très jeune, j'avais 21 ans, donc j'avais peur de foutre le bordel dans la famille, parce que tout était organisé. Mais j'ai quand même foutu bien le bordel après, donc voilà. Et puis... Vous vous entendez toujours? Oui, on est en contact. Elle appelle ma mère. Enfin, et elle est bien élevée. Et
Et donc, après ça, je rencontre un gars un soir dans une boîte de nuit à Bruxelles. On flash et il était belge, habitait New York. Il avait fait l'architecture à Saint-Luc à Gand. Pardon. Et il avait la plus grande collection de bijoux haute couture et fantaisie au monde. Donc il décide, puisqu'on tombe amoureux, de revenir vivre en Europe. Moi, entre-temps, j'avais quitté le Carlton et je gérais un espèce de club privé un peu à l'anglaise pour les messieurs qui viennent jouer aux cartes l'après-midi, le billard, etc. Oui, quand je dis un club pour messieurs, c'était pas une boîte échangiste. Pas un baracu, quoi. Et, mais tu quittes le Carlton pour quelle raison, en fait? Parce que je me dispute avec le chef. Ça, c'est encore pas grave, mais le patron donne toujours raison au chef. Et un samedi soir, je lui lance ma veste à la figure, je traverse la salle et je pars. Ah oui, carrément. Carrément, oui. Le chef qui est Alain Passard, qui a 3 étoiles au Michelin maintenant à Paris. Et en cuisine, il y avait... Non, il y avait Alain Passard en cuisine, il y avait Pierre Hermé au départ. Pierre Hermé au dessert, qui est un dieu de la pâtisserie aujourd'hui. Ouais, donc les deux t'avais autres, une équipe de dingue, en fait. C'était pas mon équipe, mais en fait, on Oui. formait un trio, tous jeunes, et dans un restaurant qui a eu 2 étoiles en 3 ans. Donc voilà. Sauf que le patron était un mec fabuleux, un dingue, mais il pouvait être d'une grossièreté sans nom. Et donc ce soir-là, il a dépassé les bornes, je lui ai jeté ma veste à la figure et je suis jamais revenu. Ouais, t'as fait un grand départ, quoi. J'en avais déjà fait un 3 mois avant. Sa mère, qui était Madame Bernard, qui avait la cravache d'or, qui avait 2 étoiles Michelin avec Abel Bernard, m'avait appelé en me disant: Gérald, je sais que mon fils est très mal élevé, mais je vous demande de revenir. Enfin, j'écoutais Madame Bernard. Vraiment, si je reviens, c'est pour vous. Il m'insupporte. Et mais bon, j'avais 22 ans, hein, donc, et elle en avait déjà, je sais pas moi, 80 à l'époque, et lui 45. Donc, je suis revenu, puis il y a quand même encore eu un gros couac, et je suis parti. Puis j'ai donc travaillé dans ce cercle privé où il y avait un restaurant, c'était dans une très belle maison. Et j'ai donc dit à ce moment-là à Norbert, qui voulait vendre une partie de sa collection de bijoux, on va vendre, si tu veux, on peut organiser des journées, 2-3 jours. On a des très beaux salons, dont avec plein de vitrines anciennes de style Louis XV. On peut faire une espèce de boutique de joaillerie fausse, etc. Et comme après quand même 8 ans dans l'hôtellerie, dans des grandes maisons, on connaît du monde. Forcément, on a un carnet d'adresses où on connaît les noms, on retrouve les adresses, etc. Et en fait, ça marche super bien, on vend bien. Et entre-temps, moi, comme je viens d'une famille où les femmes et les hommes aussi, d'ailleurs, aiment être bien habillés. J'ai une mère elle est toujours très élégante, ma grand-mère aussi, ma tante, etc. Je gribouillais toujours un peu et ma mère aurait dû se rendre compte que quand à 12 ans, on regarde le Jour de France haute couture et qu'on n'aime pas jouer au football, il y a déjà quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a une base. Les mères aiment bien, pas mon fils. Donc je gribouillais. Et quand Norbert voit les croquis, il me dit: mais si on ouvrait une maison de couture? J'ai une maison de couture. Tu t'es improvisé couturier? Et je me suis improvisé couturier. Ah non, mais tu savais pas? Non. Ah non, c'est vrai que tu Tout ça sans faire Solvay. Et il devient couturier. Et je suis donc j'étais le premier et le seul à faire partie de la Fédération de la haute couture française. J'ai eu ma maison pendant 20 ans. J'ai beaucoup travaillé parce que j'ai un critère, et je me l'applique et je l'applique aux autres. Je voue une haine profonde aux usurpateurs. On peut s'improviser quelque chose, mais il faut être vraiment encore meilleur que si on l'a étudié. Ok. Donc j'ai vraiment, les 10 premières années de la maison de couture, je ne me sentais pas du tout droit dans mes bottes. Et petit à petit, j'ai eu la reconnaissance de mes pairs, parce que pour moi, j'aime beaucoup cette citation de Jean Cocteau qui disait: la création, c'est renouveler la tradition. Et je trouve qu'il y a des bases dans tous les métiers, la cuisine, la décoration, les jardins, et on ne peut pas passer au-dessus. Je veux dire, la musique, enfin, voilà, les notes sont les notes, il faut les connaître, voilà. Et donc j'ai vraiment beaucoup travaillé pour arriver là. Et puis, donc j'ai habité 6 ans à Paris, j'ai eu une maison de couture à Paris, j'ai habillé la famille royale ici, la reine de Norvège, donc au final, des princesses saoudiennes. Plus dans la couture que. Ah oui, c'est la plus grande partie de ma vie, c'est la maison de couture. Ça a été vraiment mon bébé. J'ai dû fermer, ça a été très. Ouais, j'ai eu des années dures, émotionnellement, de devoir arrêter. Je rêve encore parfois de défiler. Mais pourquoi t'as arrêté? T'as défilé, toi? Non. J'organisais mes défilés. Okay. Alors lui, défiler, c'était pour Olida. Moi, toujours les robes du soir.
Les tailleurs, j'aimais pas tellement. Toujours robe du soir avec des diadèmes et des talons comme ça, ouais. Il fait drag queen, en fait. Il est magnifique en drag queen. Ouais. T'as arrêté pourquoi, en fait? Mauvais partenaire financier. C'est un métier qui coûte beaucoup d'argent avant d'en gagner. Et le gars m'a laissé tomber, donc j'ai dû fermer. La mort dans l'âme, je pouvais pas continuer. Il y a combien de temps que tu as fermé? J'ai fermé en 2010. Et que devient Norbert dans l'affaire? Alors Norbert, en 96, on a déjà des soucis financiers, décide qu'il part. Il va habiter Cuba, parce que Norbert n'a jamais eu besoin de travailler. C'est pas mal. C'est pour ça qu'on a pu ouvrir une maison de couture. Donc il décide d'aller habiter Cuba. Et vous n'étiez plus en couple, alors? Non. Et d'aller danser la samba à Cuba avec tout ce qui bougeait autour des vieilles Cuba. Ouais, à Cuba. Et donc j'ai repris l'affaire tout seul. Et oui, parfois seul. Ça, il a glissé. Et je l'aimais bien au début. Non, mais il a un côté charmant. Il peut t'expliquer que pour garder ses boucles, il doit mettre ses lunettes dans ses cheveux en sortant de sa douche. Elles sont juste là. Ah, c'est là, d'accord. Ouais. Arrête de taper sur la table, ça fait du bruit dans le micro. Ouais. C'est pour Paul. Oui, c'est Paul qui qu'il ait le rythme. Ça, voilà, c'est un truc. Ça va, Paul? Oui, ça va bien. Et donc... Paul qui réalise le podcast. C'est Paul? Oui, c'est Paul qui réalise. Ça va pas être terrible. Ah bon, écoute, c'est gentil. Ouais. Oui, je vois. Enfin, je continue ma sombre histoire. Et donc, entre-temps, pendant que j'avais la maison de couture, se crée à la RTBF une émission qui s'appelle C'est du Belge, qui existe toujours et que je présente maintenant. Et C'est du Belge était à l'époque une émission qui concernait le Gotha, l'aristocratie, les rois, les reines, les bals, etc. Comme j'avais évidemment un carnet d'adresses, ils sont venus me demander si je voulais pas faire une chronique mensuelle sur des événements qui se passaient en Belgique, donc des soirées de charité. Donc moi, c'est un peu à la Stéphane Bern en voilà. France, quoi. C'était un peu le... Oui, j'étais un peu Stéphane... Voilà. Comme Jason Bourne. Et donc j'ai commencé dans cette émission en 2004. Et puis, je suis revenu en 2010 à Bruxelles. Là, j'ai un peu végété. J'avais un peu d'économie que j'ai vraiment rapidement dépensé. En 3 semaines. Et donc... il fallait 127 € d'économie. Il fallait travailler et donc j'adore les maisons. Et le truc, c'est que pendant que je suis encore à Paris, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai vraiment une bonne étoile au-dessus de la tête. Je suis à un arrêt de taxi, avenue Georges V, parce que mes bureaux étaient rue François 1er. Il pleut comme vache qui pisse. Il y a un monsieur au taxi et moi. Ce monsieur, il y a une voiture qui arrive, il me dit « Où allez-vous » J'y garde 1 heure. Il me dit « Moi aussi, on monte dans la voiture. » Il me dit « Venez avec moi, hein, vous n'allez pas attendre. » Il est belge et c'est le président de la foire des antiquaires de Belgique, de la Brafa. Et on papote, et c'est du belge et tout. Il me dit « Ah, mais je dis, on voudrait faire une émission sur la Brafa. On n'en fait pas, en fait. » Incroyable, des coups de chance. Et donc, on s'échange nos cartes, on arrive à la gare du Midi, chacun repart de son côté. 8 jours après, il me rappelle, il m'invite à déjeuner avec la directrice de la foire. Je ne veux pas t'interrompre, mais on échange nos cartes. Ça veut dire, ils n'ont pas échangé leur visa ni rien. À une époque, on avait des petits trucs en Bristol. J'en ai encore. Son téléphone. Le chaud. On n'est pas des bouseux. Oh. Et on déjeune à l'Écaille du Palais Royal. Et il me parle de la Brafa pour m'expliquer. Je savais. Et c'est vrai que l'ancien a perdu de vitesse par rapport à tout ce qui est contemporain ou vintage. Et je lui dis, c'est un peu normal que les plus jeunes ne s'intéressent pas nécessairement au mobilier 18e, parce que quand on passe devant un stand où tout est 18e, on n'a pas envie. Je trouve qu'il faudrait beaucoup plus mélanger les choses. Et je trouve bizarre que les grands salons comme le vôtre, par exemple, ne prennent pas un outsider qui n'est pas marchand, même pas décorateur à la limite, mais quelqu'un qui est une personnalité connue, qui a du goût, un créatif en tout cas. Mm-hmm. Et il fait son marché dans le stock des marchands de la foire et recrée le stand des stands. En fait, tu lui as donné une fabuleuse idée, quoi. Au début du déjeuner, c'était Monsieur Watley, Monsieur Delévoux. Après 2 bouteilles de la Doucette, c'était Gérald Bernard Vous. Et à la fin du déjeuner, c'était « Allez, Bernard !» Et il me dit « Vous voulez pas le faire? Tu veux pas le faire ?»« Mais on va s'improviser décorateur. » C'est incroyable. Et je l'ai fait.
Je l'ai fait. Pendant 3 mois, j'ai été voir les marchands, mais j'étais en Allemagne, j'étais à Londres, j'étais à Lisbonne, j'ai été choisir des pièces. Il m'avait dit, écoute, on n'a absolument pas le temps d'envoyer des courriers pour te dire que tu vas passer. Tu as la liste des participants au salon, tu les contactes, tu verras bien comment ça se passe. Il y en a qui m'ont envoyé au chou, il y en a qui ont joué le jeu. Et le deal était vraiment que le stand, c'était mon stand. Les gens qui visitaient ne savaient pas d'où venait la marchandise. Je vendais. J'avais les CV de chaque objet, puisque tout est avec des CV, c'est des pièces qui sont vérifiées par des experts, etc. C'est impossible de mettre une thématique à l'ensemble de ce que tu vendais, c'est ça? Ah, moi j'avais fait un grand mélange. Moi, il y avait du 18e, des totems de Madagascar, oui, mais Charles c'est ta signature. C'est ma signature. C'est ce côté complètement baroque. Et quand il fait une déco, si tu veux, tu as intérêt à supporter le mélange de couleurs. Ouais. Si tu es très monochrome. Tu vois, ici, par exemple, c'est pas fini. Enfin, c'est un camping. Moi, je trouve ça hyper chaleureux ici. Ah bon, bah écoute, tu vas venir chez moi, tu vas voir. Et ça marche super. Je vends très très bien, des choses que les gens ne vendaient plus. Et un couple passe, elle est belge, monsieur est danois, ils vivent à Londres, ils aiment beaucoup le stand, et ils me demandent de faire leur maison sur Holland Park à Londres. Et je fais la maison. Arrête. Je fais la maison. C'est ça qui est épouvantable avec lui. Mais t'as pas du tout le syndrome de l'imposteur, en fait, toi. Toi, tu te lances, mais... Non, parce que justement... Non, mais je travaille beaucoup, je suis hyper méticuleux. Il a le syndrome de l'imposteur. Ah. Et comme il souffre du syndrome de l'imposteur, il met les bouchées doubles ou triples pour être à la hauteur. Les gens arrivaient dans le stand, même au fur et à mesure qu'on montait le stand, il y avait aussi des marchands qui m'avaient refusé. Ils m'avaient dit non, écoutez, ça ne nous intéresse pas. Alors ils passaient, ils regardaient le stand se monter, puis ils me disaient, si vous manque une pièce ou quelque chose, vous dites. Je dis non, j'ai tout ce qu'il faut, merci beaucoup. Et j'ai une amie, qui est devenue une amie maintenant, qui est une grande marchande française, qui a un goût fou. Je me souviens, elle est entrée dans le stand, elle m'avait prêté une paire de marquises de Jacob, qui coûtait 60 000 €. J'avais mis j'avais fait un petit appartement, en fait, avec un petit hall, un jardin devant, un coin salon, un coin salle à manger, un passage et une chambre. Et j'ai entendu qu'elle disait à son mari, waouh, bien, il s'est donné du mal, mais quel résultat. Ça, je l'avais entendu. Je me suis dit, si elle le dit, c'est bon. Et donc, ça a très bien marché. J'ai fait cette première maison. Puis, j'ai fait des stands pour des antiquaires, pour des salons. Et puis on est venu me voir pour... Vous voulez pas refaire ma cuisine? Oui, c'est ça. Je me dis, mon château. Tu passes de j'ai fait tout un château. J'ai fait tout un château aussi. Tout un château, des plus grands et plus vieux châteaux de Belgique. J'ai tout refait. Mais ça va jusqu'au set de table. Attends, un jour, parce que j'ai fait une linge de maison aussi. Un jour, il a fait du linge de maison, ça vient après. Et t'oublies jamais rien dans... Non, mais attends, un jour, on fait un dîner. Je m'appelle Gérald Kiboutz. On vend un dîner caritatif. Et le dîner, c'est Marcolini pour le dessert, traiteur Laurier pour le repas, Bushman pour les vins. C'était les copains. Oui. On présente un lot ensemble. Et moi, la déco. Gérald, la déco. Et il y a encore quelqu'un? Non, il n'y a que nous. Non, là, il y avait que... Tu parles du dîner qui a au château. Lieu au château. Ouais. Et le gars, ils achètent le lot, ils achètent très très cher, et on vend un deuxième dîner. On est dans le délire, tu vois, vente aux enchères. Oui, on est tous les, les quatre sur le podium. Ouais, allez, on en revend un, c'est pour la bonne cause, on s'en fout, on fera un deuxième. Un truc. Mais tu sais, dans des dîners comme ça, on offre. Moi, quand j'offre un truc comme ça, j'offre les vins. Oui, moi, tout ce qui est sur la table, je dois le payer. Oui, que ce soit de la location. C'est vraiment le feu de l'action. Ah non, c'est vraiment de la vraie charité, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte. On donne vraiment. Et du temps, et de l'argent, mais en marchandises, quoi, je veux dire. T'as plein d'artistes qui offrent des pièces, mais ils mettent un prix de réserve dessus. Ça veut dire qu'ils récupèrent une partie du pognon, parce que l'œuvre a coûté, tu vois, l'impression, le cadre, etc. Nous, on offre tout. Okay. Que ce soit Laurier, Marcolini, on offre 100%. Et les deux dîners deviennent un seul dîner. C'était des dîners de 20, je crois, ou de 12. Je sais pas. Enfin, toujours est-il que pour finir, ils ont plein d'amis, ils sont 60. Ouais, moi, je dois dresser une table pour 60 personnes. Et tu dois tout payer. Oui, tout. Alors, lui, il met la nappe, les serviettes, les coussins. Laurier met le matériel, le personnel. Non, c'est moi qui louais les chaises aussi. La vaisselle, tout. Enfin, tout ce qui faisait les bouquets de fleurs, tout. Et les gens lui achètent la nappe. Je fais faire une nappe. Non, je fais faire 65 sets de table brodés à la main. Dans 7 couleurs différentes, des petites fleurs. Les serviettes assorties. Je fais faire une nappe d'une seule pièce. Pour 60 personnes. En taffetas pour mettre en dessous de la bonne couleur qui va avec les murs. Tout nickel. Je dis,
quand on donne, on donne. Ouais, faut y aller. Les trucs de misérables, ça sert à rien. Et Mais il faut savoir qu'on est, lui comme moi, on est toujours fauché. Parce que comme on est con et qu'on donne, les autres, ils donnent pas, ils vendent. Bon, Laurier Marcolini, ils ont donné aussi, hein, mais je parle d'autres personnes qui font ce genre de trucs. Eux, ils sont pas fauchés, puisqu'ils ne donnent pas, ils vendent. Et nous, comme des cons, on donne. Et là, 3 jours plus tard, les propriétaires de ce château que je connais très très bien me téléphonent. Salut Gérald, bonjour Hubert, Guylain, ça va, etc. Oui, dis écoute, on pourrait t'acheter quelques sets de table et des serviettes. Je dis oui, vous en voulez combien? Ben tout. Ah. Bah, écoute, je vais regarder le prix, je sais même pas. Moi, je les ai fait faire. Non, écoute, on pourra jamais trouver quelque chose d'aussi joli. Tout est assorti à la maison. On va t'acheter tout. Et c'est parti de là, ils ont voulu... Et donc, je vais refaire tout le linge. Puis enfin, non, ils ont payé le linge, mais je vais refaire la grande nappe dont je ne savais rien faire. Comme ça, quand ils avaient 60 personnes. Pour 60 personnes, une nappe, c'est quand même beaucoup. Hein. Tu comptes 60 cm par personne. Tu mets 30 personnes de chaque côté. Attends, ça s'est fait en quelle année, ça? Il n'y a pas longtemps, il y a quoi 7-8 ans. Un peu plus, ouais, dans ces eaux-là, je dirais, ouais. Vers 2012, un truc comme ça. Et tu fais faire une nappe en longueur, c'est un lait de 2014. tissu, voilà. Et tu dois faire on appelle un lait. C'est une bande de tissu qui fait la longueur de la salle. Il y a des plans des sets de table. Regarde, c'est ravissant. Hein. Bon, nos auditeurs, ils voient pas. On va peut-être mettre des photos. On si mettra jamais. des photos avec le podcast, ouais, exactement. Tout ça brodé à la main. C'est un truc de fou. J'avais écrit les cartons j'avais fait des fleurs. Tu t'étais appliqué à les fond, fleurs. Ah non, quand j'ai vu, ça doit être. Et alors, ce qui est fantastique, si tu veux, moi j'offre le vin. Tu penses bien que le mec, il me rappelle jamais pour acheter du vin. Il achète chez ses marchands T'as offert habituels. pour 60 personnes du vin. Ouais, normal. J'avais même choisi les vestes des serveurs pour que ce soit joyeux et que ça aille avec le reste. Ah ouais, Ils ont pris les vestes avec ou pas? Non, les vestes, c'était les vestes du traiteur. Mais donc, lui, quelques jours plus tard, il vend le truc, puis il fait un mariage après, où il voulait tous les sets de table aussi. Après, j'ai eu une cliente qui était à ce dîner, parce que je suis assis à table, moi, à ce dîner, et j'ai une dame en face de moi que je connais, qui me dit, moi, ma fille se marie, c'est très joli, vos serviettes. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire des serviettes avec les initiales des mariés brodées pour tous les invités? Mais il n'y a pas de problème. C'était 300 serviettes. Je vais un peu reculer le micro. L'imbécile, il dit oui. Mais il n'a pas la solution, il n'a pas la réponse. Une fois qu'il dit oui, il faut faire. Mais... Ah, mais toi, tu dis oui avant de... Oui, mais c'était fait au Vietnam, donc j'ai dû aller au Vietnam. Il réfléchit pas dans son truc. Il dit pas, tiens, je vais vous le faire. Tu es comme un taureau, toi. Bah écoute, tant qu'à faire. C'est quoi ton signe zodiaque à l'an de décembre? C'est pas taureau, oui, c'est ça. C'est bizarre. Sagittaire, ascendant Verseau. Heureusement qu'il y a l'ascendant Verseau pour calmer un peu les choses. D'accord, oui, parce que sinon, il n'est pas calme. J'y crois dans une certaine mesure, mais il y a quand même des traits de caractère qui sont attitrés à certains signes. Si un scorpion, c'est un scorpion, un lion, c'est un lion. Il y croit quand ça l'arrange. Moi, je suis t'as déjà lu des livres là-dessus? Non. Tu saurais reconnaître un... Dans un camp de nudistes, peut-être. Un scorpion, oui, parce que ça lève la queue par derrière. J'allais dire un lion ou un tigre, mais non. Les lions moins. Donc, parce qu'en même temps, la télé continue, ce qu'il faut savoir. Donc, heureusement que je suis là pour ramener les choses à plat. Je continue toujours à faire mon C'est du Belge. Et le jour du mariage de Kate et William, on est en croisière avec lui. La croisière de l'émission Sans Chichi, dans les îles grecques et compagnie. Parce que moi, entre-temps, je travaille dans l'émission Sans Chichi aussi. Et oui, il venait chroniqueur pour le vin, il venait dans la cuisine et tout le bazar. Parce que, donc la télévision, en plus de C'est du Belge, vient me chercher pour faire une émission de magazine féminin tous les après-midi. Et je suis en cuisine. J'ai jamais travaillé en cuisine, mais on vient me chercher pour la cuisine. Je dis, mais oui. Et me voilà en cuisine. Et ça marche très bien aussi. Et là, il n'a pas du tout le syndrome de l'usurpateur. Ah non, j'ai pas du tout le syndrome. Du coup, je rate tout, je m'en fous, voilà. Ah ouais. Et enfin, je rate pas tout, mais je veux dire, je suis cool avec ça. Et là, ça marche super bien aussi. Et on faisait la croisière Sans Chichi, donc un groupe de gens sur un de ces immenses et horribles bateaux. Mais on me demande de revenir pour C'est du Belge pour la journée de mariage de Kate et William parce qu'on avait un direct non-stop. Et comme j'avais ma chronique dans C'est du Belge avec les rois, les reines et machin, on me fait revenir. Ouais. Je quitte le bateau, on me dépose à... Tu pars avec un petit bateau du grand bateau? Oui, c'est ça. Et puis avec un petit avion. À l'Essétie toute noire, là, en Santorin. À Santorin, on prend un avion pour Athènes. Et à Athènes, j'arrive à Bruxelles. Le bateau continue, je fais ma journée
de tournage, de direct, ouais. Et puis je reprends le bateau et je les retrouve à Dubrovnik, je ne sais plus trop. Enfin, j'ai pris 7 fois l'avion en 2 jours, et après j'ai dû aller chez un otorino parce que j'avais les oreilles bouchées, je n'arrivais plus à les déboucher. et donc tout ça se passe. Il y avait encore 3 jours de croisière quand je suis revenu. 2 jours. On rentre le lundi, on m'appelle de la direction de la RTBF. Est-ce que tu as entendu la nouvelle? Qui se passe. C'est une mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle? Je ne sais pas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup, donc vous allez arrêter, c'est du belge. Non, il me dit pas du tout. Thomas Van Am, qui présentait l'émission avec Barbara Louis, a décidé de partir en face, donc chez RTL. Est-ce que tu serais d'accord de présenter l'émission avec Barbara? Oui. Bah oui. Jamais fait, mais s'il faut, il faut, hein. Et j'ai dit oui. Et c'était en avril, et il y avait un premier événement en mai. Il me dit, est-ce que tu serais libre à telle date? Je dis, écoute, je regarde mon agenda, tout ça en 5 minutes. Hein. Je dis, oui. Ben, vous allez partir, vous allez faire le direct du mariage d'Albert de Monaco depuis Monaco. Ben oui, super, j'adore. Côte d'Azur, très bien. C'est le Yes Man, en fait. Non, c'est pas un Yes Man, c'est pire que ça, il est inconscient. C'est bien pire que ça, c'est pas un Yes Man, c'est pire que ça. On a passé 4 jours entre Monaco et Menton. Je suis arrivé 24 heures avant parce que j'ai des amis à Nice avec qui je voulais dîner. Et on nous avait loué une voiture, une Opel Corsa qui avait dû faire 22 fois le Paris-Dakar. Elle roulait à du 12 à l'heure, surtout dans la montée privée à Menton. Donc après, j'ai plus utilisé cette voiture, on n'a pris que des taxis. Je suis arrivé à l'hôtel, qui était l'hôtel du citronnier, puisque Menton, c'est les citrons. Le hall de l'hôtel était peint en jaune, citron vert, et les banquettes étaient en pilou léopard. Je suis entré dans l'hôtel. T'as été voir les gens, t'as dit on va tout refaire. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc je suis ressorti de l'hôtel pour aller déjeuner. Et tu sors de l'hôtel et il a ça aussi, quand on est un peu connu, tu sens quand les gens te regardent ou t'ont reconnu. Et là, il y avait manifestement 2 couples qui m'avaient reconnu, qui m'avaient vu sortir, qui me voyaient dans la rue. Ouais. Et je sens qu'ils marchent. Ils essaient toujours de marcher plus vite pour te rattraper, pour voir si c'est bien toi, tu vois. Ah, bonjour. Je vais ralentir, comme ça ils vont me dire bonjour, l'affaire sera réglée. Ah, bonjour, monsieur Wattler, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, je suis venu pour le mariage d'Albert de Monaco. Ah, vous êtes invité? Je dis, non, un peu pour la télévision, je ne suis pas du tout invité. Et vous êtes dans quel hôtel? Oh, j'ai dit, écoutez, je suis chez des amis. J'ai jamais osé leur dire que j'étais à l'hôtel du citronnier. J'avais une maison dans le coin. Mais aussi, quelle question indiscrète. Ah, c'est bizarre. Ouais, mais c'est normal. Oui, quand t'es connu, tu... Non, je suis chez des amis. Et puis, j'étais mangé mon petit bar en croûte de sel sur la jetée. Et puis, Barbara est arrivée. Et en fait, on était partis. Alors, c'est comme si on avait envoyé des soldats belges à Kaboul sans char, sans armes. On n'avait pas de carte de presse, pas de coiffeur, pas de maquilleur. On pouvait passer nulle part. Donc, j'ai tout réglé. Okay. Dans la One Again. J'ai tout réglé. Je connaissais le coiffeur de la reine qui était à l'hôtel de Paris. Je lui ai téléphoné. Je dis, Jean, est-ce que je peux venir avec Barbara pour que tu la coiffes? Oui, amène-la. J'arrive à l'hôtel de Paris. On est devant l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre. C'était le prince Philippe à l'époque. Bonjour, monseigneur. Bonjour, monsieur Wattler. Mais qu'est-ce que vous faites? On vient pour le mariage. Et vous logez à quel hôtel? On a décoiffé Barbara. On est ressorti. On n'avait pas de passe. Et je lui avais dit, il faut qu'on soit tout le temps nickel habillé. Et on arrive place des Palais, où il y avait un service de sécurité, Médée, tu vois, et les trucs. Et moi, j'arrive, blazer bleu marine, chemise blanche, pantalon blanc, tout nickel. J'arrive vers les gardiens, je fais « Ça va, messieurs, pas trop chaud ?» Quand tu commences déjà comme ça, le gars se dit « Celui-là, on le laisse passer. Arrêtez, quoi. » Et Barbara qui était derrière moi, on est passé, ta gueule. Ah, elle est au kilo, quoi. Passé. Il fallait entrer dans l'hôtel. Même combat, tu montes les escaliers de l'hôtel, perron, tu prends comme si c'était ta femme à côté. Toi, ça va, chérie? Tu fais, bonjour, monsieur. Tu passes. Waouh. Et donc, on a passé 4 jours de dingue. J'ai une copine à Monaco qui nous avait réservé une table devant le milieu de la scène du concert de Jean-Michel Jarre la veille. Et on a dû quitter le concert plus tôt parce qu'il y avait une foule. Et Monaco, c'est très concentré. Et là, on s'est perdu. Barbara avait des loups-boutins, elle avait ses chaussures en main, elle marchait pieds nus. Impossible de trouver un taxi. Et à un moment donné, on est sur une route qui est l'avenue des Belges, je crois que ça s'appelle, ou la rue des Belges, mais enfin ça, comme par hasard. Et je vois des phares. Je dis à Barbara, mets-toi sur le côté, et moi sur la rue. Le gars doit s'arrêter. Il s'est arrêté. Yes. Il me dit, monsieur, vous avez de la chance, je rentre chez moi. Un taxi, hein. Je dis, vous ne pouvez pas nous déposer à Menton?
Oui, elle est exceptionnellement. Elle lui dit, vous venez d'où? Je dis, on était au concert Jean-Michel Jarre, on est une équipe belge de télé, on fait le direct du mariage du prince demain, etc. Et alors, c'était l'ancien prof de gym du prince Albert. Donc, il nous a raconté plein de choses. plein de choses. Et le lendemain mariage, on avait... La petite cabine RTBF faisait 1,80 m, on était assis comme ça, il y avait l'ERCO, sinon c'était pas possible. On avait chacun notre petit écran et on avait un livre avec les invités pour pouvoir les reconnaître et faire nos commentaires. Et moi, je me suis beaucoup amusé parce que, ayant de nouveau pas la conscience de ce que ça pouvait représenter, par exemple, il y avait Karl Lagerfeld arrive, il est très ami avec les Monaco, et il est avec un très beau gars derrière lui. Mannequin probablement, mais le gars il n'est pas cité dans le truc. Donc il y a Barbara qui dit « Ah, et on voit maintenant ici arriver Karl Lagerfeld » et je laisse 3 secondes, je fais « Et madame ?» En direct? En direct. Mais non, t'as pas fait ça. François Tron m'a téléphoné après, il me dit « Tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire. » Mais elle aussi, elle n'a pas eu un fou rire quand tu l'as dit? Non, elle m'a fait... On avait les micros à nous. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la présentation. Et puis après, voilà, Barbara a décidé de quitter la RTB. Je me suis retrouvé à la présentation seule de C'est du Belge. Entre-temps, il y a eu la fameuse émission Un gars, un chef, qui était une émission de cuisine quotidienne. D'abord sans chichi, puis qui devient... D'abord sans chichi. Ah oui, accident, Joël Scory. Enfin, accident. Bel accident. Joël Scory, il a un 2e bébé. Et là, encore 3 mois de congé de maternité entre septembre et décembre, qui est la rentrée de télévision. Et la RTBF m'appelle et me dit « Écoute, Gérald, est-ce que tu serais d'accord de faire 3 mois de tampon, un petit programme cuisine avec Adrien ?» Mais à t'entendre, tu leur as rendu tellement de services, en fait, à ces chaînes de télé. Est-ce que tu serais d'accord de faire ça, C'est vrai que je dis jamais non. Ouais, si t'avais dit non, il serait passé quoi? Mais non, mais il a dit non avec un gars, un chef, mais il va te raconter le début. Et donc, on commence. Alors, tu sais, une émission, il y a une édition, il y a des fiches, il y a tout ça, l'oreiller. Et il m'avait dit, oui, tu vois, c'était très top chef, il voulait un truc léché. Je disais, non, ça, je ne sais pas faire. Moi, je fais de la purée, des carbonades flamands, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas m'emmerder. J'ai horreur de ça, donc c'est pas question. Et moi, à chaque fois, je suis chroniqueur dans Sans Chichi. Oui. Puis je deviens chroniqueur dans cette émission pour le vin, les accords mévins, etc. Et donc, l'idée, on commence. Et ça me cassait les pieds, en fait. C'était beaucoup trop... On avait un réal qui disait... Il n'y avait pas de liberté. Il faut refaire la scène, parce que tu vois, tu as pris avec la main gauche. Mais écoute, David, on va jamais y arriver comme ça. Moi, je peux comprendre, c'est chiant. Moi, je cuisine, je dois déjà parler, cuisiner, amuser. Si en plus je dois penser à tout, je vais pas être sympa, en fait. Ça va pas bien se passer. Et donc, un jour, il y a eu une grosse altercation. Il a failli se prendre roast beef dans la figure. Et on a eu 2 filles, comme méditrices, qui ont tout de suite compris qu'il fallait nous laisser partir en roue libre. Donc, il y avait des fiches, il y avait une édition. C'était avec qui que tu faisais l'émission? Avec Adrien Duvivert. Alors, c'est aussi très bizarre parce qu'on n'est pas du tout... Enfin, on s'aime beaucoup, mais on ne se voit pas dans la vie. On se retrouve sur un plateau. Il y a une super alchimie entre vous. C'est-à-dire qu'on est Jouvert et Verchou. Ils sont tellement... Adrien regarde le foot, il a les genoux en X, il joue au tennis, et il boit de la Jupiler, il mange des frites. Moi, j'aime l'opéra, j'ai des belles jambes, je m'habille bien, et je bois du champagne. Donc, forcément... C'est où que ça se retrouve, ça, en fait? Parce que c'est les opposés. Et qu'il est très gentil, bienveillant... Et moi, je suis très cynique, mais bienveillant aussi, et on s'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a surtout votre truc, c'est que... Enfin, moi, j'ai travaillé dans l'émission, donc je connais le truc, c'est que ils sont complices, mais ils sont dans la bienveillance, dans la gentillesse. Et donc, c'est beaucoup de bruit pour rien. Et je pense que c'est ça aussi le secret. C'est que si on reprend tout ton parcours, et puis tu finiras par raconter la suite, c'est que tu es toujours... Tu fais ta gueule, tu fais beaucoup de bruit, il y a ton personnage, etc. Mais que derrière, dès qu'on te connaît un peu, les gens qui ne te connaissent pas peuvent se poser des questions. Oui. En se disant... Je sais, il doit y avoir des gens qui ne m'aiment pas trop. C'est certain. C'est certain. Des questions par rapport à quoi? Parce qu'il peut être épouvantable quand il fait ses caprices de star et quand il fait... Quand il fait des caprices de star. C'est pour rire, hein. J'aime bien. C'est pour ça qu'on l'appelle le fils unique, parce qu'il nous le fait vraiment, tu vois. Mais en même temps, on rit, mais comme des bossus. On était en croisière cet été pour C'est du Belge. Qu'est-ce que je fous dans cette croisière? C'est du Belge. Ne me pose pas de questions. J'y suis. Et donc, je parle de vin.
Et on lui a fait des trucs, on lui a mis de l'eau dans son lit. Enfin, des trucs de gamin de 12 ans. Quoi, Premier soir, je vais au lit, mon lit. Tu t'es fait bully. Non, mon lit n'est pas mouillé. Et le matin, j'avais changé de côté, c'est trempé. Je dis, j'ai quand même pissé au lit pendant la nuit, c'est pas possible ça. Donc super gêné. Tu dis rien. Je mets tout à sécher en me disant la femme de chambre va arriver si je commence à pisser au lit. Et il a une anecdote sur Gérald Wattler. Et donc, puis je vais quand même aller voir la femme de chambre. J'ai dit, écoutez, madame, je pense que c'est des amis qui m'ont... Non, pas le premier jour. Donc, je reviens dans ma chambre, tout est nickel. Deuxième soir, lit mouillé. Là, je dis, c'est pas possible, je pisse pas au lit tous les jours. Ce n'est pas possible. Et là, j'étais voir la femme de chambre, j'ai dit, écoutez, je crois qu'il y a une bande de petits rigolos sur le bateau. T'avais le mal de mer. Ils m'ont lit tous les soirs. Donc, vous verrez bien que je dors d'un côté, mais pas de l'autre, parce qu'ils, quand même, gentiment, ne me mouillaient pas les deux côtés pour que je puisse dormir. Mais mon lit était mouillé tous les soirs. Ils m'avaient mis de l'ail partout. Et je sentais bien qu'il y avait une odeur dans ma chambre. Mais c'est qui t'a fait ça? Pas moi, mais ma femme. Sa femme. Des tresses d'ail sous le lit, dans mes valises. Non, parce que, là, attends, les éditrices du truc, donc, il faut... On va, et là, tu vois, je suis très con-con. De l'émission. Je vais m'attraper avec des... je suis très con-con. Les éditrices voulaient absolument qu'on fasse de l'aioli en direct. Et pour avoir de l'aioli, il faut de l'ail. Beaucoup d'ail, parce que tu dois écraser ton ail, le monter. Donc on devait faire de l'aioli tous les deux. Pour finir, on l'a pas fait. Enfin, on l'a fait, mais on a fait un truc à la con. Et elles ont acheté des tresses d'ail. Il fallait stocker les tresses d'ail quelque part. Où va-t-on? Dans la chambre de Gérald, parce qu'on est de connivence avec le directeur de la croisière qui est très sympa et qui est venu ouvrir ma cabine chaque fois qu'il fallait faire une merde. C'était le dépotoir, en fait, ton bazar. Non, on l'a planqué dans ses chaussettes, dans ses slips. Partout. Il y avait de l'ail partout dans la cabine. Et toi, tu savais que tu faisais ça? Non, Ah mais non! Et alors sa femme me Qu'est-ce que disait... c'est frustrant. Ça va? Oui, ça va, Amandine, pourquoi? Non, rien, ça va. Tiens, au fait, est-ce qu'on a acheté l'ail? Je dis, vous l'avez acheté, non? Ah oui, mais où est-ce qu'on l'a mis? Tout était dans ma chambre. Toi, c'est pas... Et le truc, non, je te dis, je suis hyper naïf et très distrait. Donc, Et moi, si tu veux, le truc de l'eau, par exemple, je suis au courant de rien parce que personne m'en parle. Ils ont peur que je le dise. Donc moi, je suis au courant de rien. Lui, c'est mon ami. Et je le vois arriver le matin avec son lit mouillé, avec tout son truc, et je me dis, mais... Non, et c'est arrivé au petit déjeuner, et t'as l'impression que c'est écrit là, j'ai fait pipi dans mon lit, quoi. Est-ce que tout le monde te regarde et tout le monde sait, mais tu sais pas qui c'est? Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Le premier jour, je dis rien, mais le deuxième jour, je dis écoutez, il y a un truc. Qui a mis de l'eau dans mon lit? Ça a duré combien de temps, la croisière? Une semaine. Une semaine. Une semaine, tu as... Donc tout ça pour expliquer. Avant ça, donc, l'émission démarre pour remplacer Joël, et cette émission, avec Adrien, devient un succès Total. Et donc, Sans Chichi n'est jamais revenu. On a un gars, un chef a continué, et ça a continué parce qu'en fait, j'ai fait vraiment cette cuisine que j'aime faire, comme on le voit sur le Facebook de C'est du Belge, la vraie cuisine de tous les jours, qui est pas chère, qui est facile, qui est... Voilà. Joël, elle était quand même dans un gars. Non, plus... Ah non, c'était juste... Oh, la pauvre. Le trio est devenu un duo, ça portait un autre nom et tout. Non, Joël a créé une autre émission pour elle qui s'appelait 69 minutes sans Chichi. Ah, ok. Qui n'a eu aucun succès, elle a failli se suicider. Arrête! Mais elle a pensé à ses enfants, elle s'est dit quand même, je vais les... Bon, je vais attendre qu'ils aient 18 ans. Et c'était la chance de sa vie, cette émission, Oui, elle a tout raté. Et donc voilà, donc ça a très bien marché. Et alors là, on est parti en couille, on peut le dire, parce que c'était la journée du Mexique, on était déguisés en Mexicains. C'était la journée de l'Égypte, j'étais déguisé en Toutankhamon, torse nu avec une collerette en carton peinte comme les bijoux. Je suis engueulé par ma mère qui m'a dit on ne cuisine pas tout nu. Enfin, voilà. C'était tout et n'importe quoi. Absolument tout et n'importe quoi. Mais ça marchait du tonnerre parce qu'il n'y avait pas de... comment dire? En fait, oui, c'était belge. C'est pas comment expliquer. C'était super bienveillant, rigolo. Il y avait un tel décalage. Ouais, un grand décalage, rien de prétentieux. On en parle encore tous les jours, quasiment. Et donc, on a refait cette année. Ils ont refait 6 épisodes du 24 au 30 décembre. De Un gars, un chef, et où j'étais de nouveau pour présenter les gens. J'ai pu dire bonjour et au revoir, à peu près, c'est tout ce que j'ai pu dire. Ils m'ont empêché de parler tout le temps. C'était un bordel hallucinant. Il y avait une invitée par jour, donc la RTB a mis ses présentatrices pour faire de l'autopromo en même temps. Ouais, et puis parce que vous vous connaissez entre vous, donc c'est Ah peut-être oui, plus facile. les pauvres filles, elles ont souffert. Mais en même temps, on ne les aime pas vraiment. Ah. C'est pas l'idéal de nous l'aimer. Mais arrête, tu t'imagines quelqu'un qui non, prend le podcast à la 39e minute. Je rigole. On ne les aime Non, pas. donc, et l'émission a été leader.
Le 24 au soir, après le JT, on commence avec un gars Ça chef. manquait Et aux on gens, est en leader. fait. Ah, mais les gens adorent. Et pourquoi vous reprenez pas Ça, ça c'est la maison Et qui doit décider. C'est pas c'est nous. pas nous qui décidons. Pas nous qui décidons, c'est la maison qui C'est décide. jamais les présentateurs. Les présentateurs ne sont que la face émergée de l'iceberg. Derrière, il y a plein de gens. Il y a d'abord toute la technique. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'émission de télé s'il n'y a pas une bonne technique. Tu as beau être aussi bon que tu veux, ou aussi mauvais que tu veux. Si tu n'as pas un réal qui te met en valeur, tu ressembles à rien. Si tu n'as pas un bon preneur de son, si tu n'as pas de la bonne lumière, enfin tout ça doit aller ensemble. Un bon monteur, parce que ces émissions ne sont pas en direct, elles sont montées. Donc ça change tout. Et puis derrière, tu as la décision qui est à la fois économique, politique, non Oui, pas puis il y a politique. des études de marché aussi. Hein, je oui, veux c'est dire, ça. il faut savoir ce qui plaît aux gens, etc. Mais il est évident que ce genre d'émission plairait encore, ça c'est certain. Et quand, On l'a vu là. quand je dis politique, c'est fin pas d'année. politique gauche-droite, c'est politique gestion de la chaîne. tu Ouais, vois, ouais, c'est ça. Programmation. Et entre hôtellerie, cuisine, couture, Déco. déco et recuisine maintenant, c'était quoi ton moment Bah, pour- préféré? Ah, mais j'ai adoré ma maison de couture, c'était mon bébé quand même. Ouais. Comment ça Oui. s'appelait? Gérald Watelet. En toute simplicité. Mon nom était ma marque. La marque est déposée à mon nom, c'est à moi. C'est un peu comme avec Eric Personne ne Buchmann. peut mettre Ouais, Gérald Watelet sur quoi que ce soit. Ça Chantal, m'a pas- Chantal Thomas. Il faut savoir que On peut mettre Gérald Watelet En sur termes- un tas de trucs. en S'ils termes- sont On consentants. peut le mettre ils sur le disent- podcast? Non, mais on peut En mettre termes Gérald de- Watelet sur un tas de trucs. Dès qu'ils sont consentants, on peut le faire. en termes de droit, d'ailleurs j'en ai qui ont des petits cachets sur leurs fesses comme ça. Tes tatouages marqués au fer rouge. GW. Et J'ai servi à Gérald. faut pas croire tout ce que je dis, hein, je vous assure, c'est juste pour rire. Hein, on est samedi matin, je suis fatigué. J'ai une fête hier, je suis rentré à 7h, je suis venu ici directement sans me laver. Mais non, c'est très. Oui, les émissions, l'alchimie d'une émission, c'est. Il n'y a pas tellement d'éléments, c'est les gens, déjà, et la proximité. Après, on peut parler à peu près de ce qu'on veut, mais s'il y a une proximité, c'est ce que les gens veulent. C'est suffisant. un des trucs qui a déclenché que les gens adoraient, je me souviens, c'était tout au début d'un gars, un chef. J'ai horreur de faire les desserts. La pâtisserie. Ah non, je rate tout. Parce que non, J'assume, mais je rate. Mais le dessert, c'est à l'opposé de la cuisine. La cuisine, c'est instinctif. Tu dois fonctionner avec tes tripes. Le dessert, c'est de la chimie. C'est-à-dire que si on te dit la farine et puis les œufs, tu fais pas les œufs et la farine. Il y a une raison. Si on t'explique pas la raison, tu le fais à la con. Et tu- ça j'ai- m'énerve. j'ai Je entendu fais dire comme que- je veux. que Je les, suis chez moi. les desserts, c'est de la cuisine sucrée. Non, pas du tout. Ah bah c'est un Norbert qui métier. le dit. Hein. Comme, Oui, mais comme la boulangerie est un métier, la pâtisserie en est encore un autre, et la confiserie est Ça, encore je sais, ma mère, la et le pâtissière. chocolatier Ben voilà, est encore un mais autre tu vois, métier. c'est pour ça que tu as des pâtissiers. Dans les grands restos, le pâtissier est à part. C'est pas un cuisinier, c'est un pâtissier. Et c'est pas la même façon de penser. Et donc, il commence un truc avec des gaufres. Non, le truc genre, ça c'est le premier truc mémorable, mais je fais une tarte aux prunes tout au début, puisque tu étais en automne, donc j'ai dû faire une tarte aux prunes, et on papote, et ça sent le brûlé, je dis merde, ma tarte. Mais je dis comme ça à l'écran, ah, merde, ma Pendant tarte. l'émission. J'ouvre le four, pendant l'émission. On arrête les caméras. Oui, GG, est-ce que tu veux qu'on aille rechercher des prunes et tout? Je dis non, il n'y a que la croûte qui est brûlée. Je dis dans une famille, si la croûte est brûlée, on enlève la croûte, on ne la mange pas, mais on mange le reste. Et on l'a fait comme ça. Et les gens ont adoré parce que c'était la vraie Ah oui, vie. c'est C'était la vraie vie. génial, en fait. Il ne faut pas que tout soit parfait tout le temps. Et puis après, j'ai fait des gaufres de Bruxelles. Il a fait des qui gaufres n'ont de pas- Ça n'a pas Qui n'ont été. pas été Qui sont, croquants. qui sont restés célèbres dans l'histoire sous le nom de gaufres de Wemmel. Gaufres de Wemmel, c'était Julien qui était là, c'était les gaufres de Wemmel. On aurait dit des éponges pour faire les carreaux, quoi. C'était juste une horreur. Et j'en ai refait le 24, qui était un peu mieux, mais était un peu pas moins. encore vraiment de Bruxelles. C'était plus verrouillard cette fois-ci. Pas raté. Elles étaient Mais bon, mangeables, voilà. mais très Mais ça bonnes. me fait rire, je m'en fous en fait. J'ai fait des choux qui étaient des bouses de vache. J'ai fait quoi? Ah, la dacquoise, très réussi la dacquoise. J'ai tout remis ensemble avec mes mains comme ça, en tapotant, on a mis de la crème et voilà. Et on te voit faire, en fait. Ah oui, 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 oui. Mais la clé d'un gain chef, c'est justement cette folie douce, ce côté. Les gens regardaient pour rire, pas pour les recettes. Je pense que si les recettes avaient été beaucoup plus structurées, formatées, ça n'aurait pas fait plus d'audience. Les gens regardaient parce que il pouvait se passer n'importe quoi. Que ce soit entre deux, que ce soit avec les invités, que ce soit avec les chroniqueurs. Un jour, je dois enregistrer, puisqu'on enregistrait, et
Et Adrien, il est TDA, il a beaucoup de mal à fixer son attention, etc. Et quand il veut un truc, il veut un truc. Et j'arrive avec 5 minutes de retard, la route, machin, je suis parti trop tard, enfin bref. Et donc, il demande à Julien Kraibex, qui, lui, s'occupe normalement pas du tout de vin, il n'y connaît rien, ça l'intéresse pas. C'est les huiles De prendre essentielles, la- la santé. De prendre ma place. Ils ont décidé d'enregistrer, tant pis, ils m'attendent pas. Donc, moi, je suis là. Mais je peux plus passer, puisque c'est fait, donc je suis passé au maquillage et tout. Je suis prêt à intervenir, mais T'es je peux juste pas. beau à repartir. Voilà. Et je nous- regarde le truc, Mais nous, on ne sait pas que c'est pas Eric qui va venir en plateau. on les prévient Il y a juste pas. On ne Adrien qui prévient sait. pas. Personne, Personne, non, non, Julien, non. personne Personne sait. Et Et Julien Julien met un arrive. coussin dans sa chemise, pique une bouteille de vin blanc qui traîne en régie, un Pinot Grigio. Et Il parle avec un accent espagnol, on ne sait pas pourquoi. Je suis le stagiaire de M. Bonjour, Bosman. je suis Enrique J'ai vu cette Lestaillère de séquence, Monsieur en fait. Bosman. Elle est mythique, cette Ouais. séquence. Elle est mythique. Moi, j'ai plus cuisiné, j'ai fait que rire. Je pense que Que c'est- rire. je pense que c'est une des vidéos qui fait le plus d'audience. Et ça dure 20 minutes. Aujourd'hui. Il n'a pas quitté son accent, il n'a pas ri. Pas une fois. Et il a trouvé des trucs. On va faire un Vous quiz. avez des petits quiz? On va faire un petit. On va Et faire t'as un. t'as On pas va faire un réussi à les petit rejoindre quiz. sur Non, le... c'était- Ah non, c'était Alors, interdit, il pouvait pas bouger. Je pouvais pas. Moi, j'ai regardé le truc depuis les caméras. Et le truc est complètement dingue parce que Adrien dit on va faire un petit quiz. Il dit vous avez des petits quiz. J'aime beaucoup les petits quiz. Regardez vos petits quiz. Et tout part en couille. Et en fait, c'est ça la clé de l'émission. Ouais. C'est que tout part en couille, qu'on ne coupe pas. Qu'ils ont monté le sujet parce qu'il y a des trucs, de temps en temps, quand Gérald se laisse aller, on peut pas, parce que sinon on aurait trop de courriers des gens, et donc ils coupent. Mais, Moi, j'aurais sûrement déjà été tué dans la rue. oui. C'est fait, quand il lèche son doigt avec sa chevalière, Ça. quand il On ne cuisine pas avec une bague. L'or, ça n'oxyde pas, c'est pas sale. Donc, voilà. Et puis alors, parfois, je faisais oh merde, j'ai encore de la nourriture dans ma bague. Non. Non, mais lui, il en rajoute. Et je pense que s'il faut tirer une conclusion de tout ça jusqu'à présent, c'est comment est-ce qu'on passe de Gérald Loitelet, petit garçon en école catholique, qui devient une espèce de bête médiatique et qui tourne dans tous les sens. C'est quoi la clé? C'est ta mère. Non, c'est le plaisir, c'est mon éducation, certainement. J'ai grandi dans une famille extrêmement joyeuse. Vraiment, on aimait la fête. Et surtout, en fait, je suis resté le même garçon que quand... Sauf que je suis moins timide, mais je suis resté le même garçon. J'ai toujours autant de plaisir à... Oui, quand je t'ai l'air, c'était moins drôle. Quoi. Moi, j'étais beaucoup plus coincé. Hein. Ah ouais. J'étais beaucoup plus coincé. Attends. Oui, parce qu'il était champion de Belgique de danse de salon aussi. Ouais, Donc, ça aussi, j'ai fait. Mais si on t'ennuie, Gary, tu le dis. Hein. Non, Et, la sur régie vient de téléphone. m'envoyer un message, on il est lui à a envoyé 50 un minutes. message à 50 minutes. Et ça commence à faire chier les Il gens. m'a envoyé, bon, on se barre quand On leur sert un verre de vin et on se barre quand Et donc voilà l'histoire, mais pour moi, ce que je veux dire quand les gens me disent enfin, c'est quand même incroyable passer de l'école hôtelière à la mode. En fait, c'est la même chose. Tu prends un très beau restaurant, tu as mon premier métier. Il y a une décoration, c'est mon métier actuel. Il y a de jolies tables, du linge, des femmes bien habillées, c'est mon deuxième métier. Ouais. Et il y a la bouffe. Pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Oui, parce que C'est grave joli hein, comme histoire en vrai. Ouais, c'est super comme itinéraire, c'est chouette. Quoi. J'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Quoi. En fait, ce qui est très chouette aussi, c'est de savoir que un restaurant, c'est toujours une équipe. Une maison de couture, c'est une équipe. Une émission de télé, c'est une équipe. Quoi qu'il fasse, c'est toujours une équipe. Moi, je ne suis pas T'arrives à- solitaire, je déteste être seul. Enfin, je vais mettre seul chez moi, mais travailler seul, je déteste. Donc tu arrives à bien t'entourer de bonnes personnes et qui t'aident à réaliser un petit Oui. peu. Le hasard. Oui, mais je t'ai dit l'étoile, j'ai vraiment une étoile. Et j'ai toujours trouvé sur mon chemin des gens qui m'aidaient à bon escient. La couture, j'ai vraiment eu dans mes ateliers des très grandes pointures qui avaient travaillé chez Yves Saint-Laurent et compagnie. Pourquoi t'as pas envie de relancer ta marque? Ça coûte trop d'argent et tu sais, tu as tout et son contraire Ouais. à des prix qu'on ne comprend même plus. À plus petite échelle peut-être? Faire une pièce par-ci par-là, juste vraiment exercer Oui, ta mais passion. quoi. ça va coûter très très cher. Mm. Et si je devais, ce serait du prêt-à-porter, je pourrais plus faire de la haute couture parce qu'on ne trouve plus d'ouvrières. En tout cas, en Belgique, il n'y en a pas. Ceux qui disent Cassandre. ceux qui disent qu'ils font de la haute couture, c'est de la vaste blague. Mais ce serait trop complexe. C'est trop complexe. Et pour Le qu'on- phénomène de mode est beaucoup trop... Ce que je pourrais faire, j'y avais déjà pensé, c'est une ligne, mais qui ne se vend que sur le net, avec que des classiques. Un très beau pantalon de ville, un pantalon Tes large. anciens classiques.
Ou des Un classiques. blazer simple boutonnage, un blazer double boutonnage, un vêtement de pluie, Une robe un beau manteau en portefeuille, cachemire, un smoking. des jolis t-shirts en satin, un smoking pantalon, un smoking jupe, une robe smoking. Et tu es... Et tu es au mois je dis n'importe quoi, tu es en décembre aux Bahamas et tu n'as pas de pantalon en lin, tu vas sur le site, tu as tes habitudes sur le site, et tu sais que si tu prends le pantalon en 42 longueur A, le pantalon arrive 48 heures plus tard, tu montes, tu rentres dans ton pantalon et Et il est tu vois, bon. ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait que j'arrive pas à acheter en ligne parce que j'arrive pas à concevoir, savoir quelle taille je dois C'est acheter, pas, quoi. oui, non, mais ça je te comprends. C'est parce que t'es un peu mal conçu. C'est pour ça que tu n'arrives pas à concevoir. Si tes Pour nos parents auditeurs, il écoutent, me Gary. manque un bras. Juste en conclusion, Oui. quel est ton vrai regret, ton seul regret? Alors, tu sais bien, Eric, que je pratique la règle des 4 R. Non, pas de regret, mais pas je de remords, sais. pas de rancune, pas de revanche. Oui, mais quand même, tu as un regret, je suis sûr. C'est un mantra, c'est pas quelque chose que tu arrives à. Il n'y a, pas un Qu'est-ce que truc- tu en sais? y a pas un truc que tu aurais voulu faire où ça s'est présenté puis tu n'as pas saisi l'opportunité? Il n'y a pas un truc que tu voudrais faire? Il n'y a pas... Un truc que je voudrais faire, j'espère finir ma vie à la campagne. Au Portugal. Au Portugal, puisque mon compagnon est portugais, qu'il pleut un peu moins qu'ici, avec une grande maison, enfin, quand je dis une grande maison, pas un château, c'est pas ça que je veux dire, mais une maison avec des chambres d'amis, etc. Un potager, un verger, des chiens, des poules, veaux, vaches, cochons, et vivre au rythme de la campagne. J'adore la nature, je suis né comme ça, mes grands-parents paternels étaient fermiers, maternels ouvriers, mais il y avait tout sauf des vaches, mais on n'achetait rien. Tu as quand même eu la connaissance quoi, pour pouvoir. Ah oui, non, j'ai la main très verte, par exemple. J'arrache une branche, je la plante et il y a un arbre. Non, mais c'est vrai. Gérard Boitelet, le magicien. Non, mais Quand avec je des voyage, j'ai poils. toujours des petits sacs de congélation. Et je vois un géranium que j'ai jamais vu ou un pélargonium d'une couleur que je connais pas. En catimini, j'arrache une branche, je mets dans mon petit sac de congélation. Je rentre à l'hôtel, je mets dans un petit verre d'eau. Et puis pour revenir en avion, je sors tout ça de mon petit verre d'eau. Je remets dans un peu de papier Mais absorbant non. dans le petit sachet. Ça va dans mon bagage à main que j'ai avec moi. Et tu les plantes où? Je me fais des petits pots et puis j'attends que ça Tu veux pousse. qu'il il peut faire ça avec un de tes cheveux. Comme les vieilles dames. Comme les vieilles dames, tu vois. Ils font des petits pots sur ouais. les fenêtres. Eh ben, je suis comme ça. Excellent. Voilà. Donc c'est ça ton truc. Ton seul regret, c'est de ne pas être une vieille dame. Ça va venir, hein. Ça va venir. Merci. Mais c'est moi, je suis très honoré d'être avec vous ce samedi matin. Merci à toi. Merci Vraiment. mon ami, merci Gary. Paul, je sais pas, j'ai encore rien entendu ni vu. Donc... Si vous voulez retrouver ce podcast, vous l'aurez sur Spotify, Google, Apple. Il est sur toutes les plateformes, y compris sur mon site aussi. Et peut-être même que Gérald va le diffuser, on ne sait jamais. C'est une plateforme en mer du Nord. On peut... Enfin,